Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au sein du Carrefour numérique de la Cité des Sciences. Très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux aussi d'accueillir mes invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Je suis Damien Douany et je me définis comme un explorateur digital et d'innovation numérique. Et donc je suis très heureux d'avoir autour de moi des innovateurs sonores. On va voir ça ensemble dans quelques instants pour justement cette table ronde qui va durer 1 heure et qui va avoir pour objet d'explorer les innovations sonores et comment ces innovations transforment notre quotidien, enrichissent notre quotidien, apportent de la poésie, nous immergent dans des mondes différents, nous permettent de créer différemment. Et donc c'est ce que nous allons voir avec mes 3 invités dans quelques instants. Justement, l'idée, c'est de voir aussi comment ces innovations sonores, elles modèlent notre quotidien, peut-être des fois de manière un peu invisible, ou au contraire de manière totalement visible. Et à titre personnel, moi, ce que je trouve intéressant avec le son, c'est que finalement, très souvent, c'est l'image qui prend le pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une image sans le son, justement? Une vidéo sans le son, avec un son de mauvaise qualité, on n'y comprend rien. En revanche, on peut se laisser bercer par le son. Et puis quand on a les deux qui sont mélangés, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc pour moi, ça marque vraiment l'intérêt et l'importance que l'on a autour de l'innovation sonore. Et donc ce matin, on va prêter une oreille attentive à tout ça avec mes 3 invités que je vais juste présenter en une phrase, puis je vais les laisser compléter tout cela. Je vais commencer par ma droite, par Julie. Julie Rousse, pardon. Bonjour, pourquoi Rousse? Bonjour. Bonjour Julie. Alors on va se tutoyer tous les 3, ce sera plus simple aussi. Donc Julie, tu es artiste, tu te présentes comme artiste sonore, performeuse et compositrice électroacoustique. Jusque-là, j'ai bon. Qu'est-ce que tu désirais ajouter à cette courte présentation en 2 mots? En 2 mots, je suis artiste sonore. Je travaille avec la matière du son comme si c'était une matière que l'on travaille avec les mains. Donc de la pâte à modeler sonore peut-être? Je préfère l'argile, mais... Oh, d'accord. On va y venir dans quelques instants. À ma gauche, j'ai Thomas Rouvillain. Bonjour Thomas. Bonjour. Fondateur du studio Next Sound Lab et qui, pareil, utilise le son pour créer des expériences immersives. Oui, tout à fait. C'est une bonne définition. Oui, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler l'audio. Et puis, la démarche que j'ai eue avec Next Sound Lab, c'était vraiment d'aller travailler l'audio, pas en lien avec une image frontale, mais en plaçant l'utilisateur au milieu. C'est peut-être ce qui définit un peu le studio et le travail qu'on mène, c'est d'être vraiment se mettre au centre de l'espace, quoi. Donc on regardera ça aussi au travers de différentes expériences qui ont pu être développées. Et puis pour finir, sur la droite, Mathias Puech, enseignant-chercheur, compositeur et inventeur d'outils de composition de musique électroacoustique. Bonjour. Et qui travaille au sein, pour ceux qui le connaissent peut-être, de l'INA GRM. Quelque chose à ajouter sur cela? C'est parfait. Mathias qui est modeste puisqu'il s'occupe du développement des outils au sein du GRM, notamment les fameux GRM Tools. Mais c'est pas de ça dont on parlera aujourd'hui, enfin pas que, mais ce ne sera pas forcément de ça. On va commencer avec Julie. Alors l'idée aussi c'est d'être interactif, donc on va écouter mes invités, c'est eux qui ont des choses à raconter, et puis si vous avez des questions, des envies d'interagir, on ne va pas attendre la fin, n'hésitez absolument pas à lever la main, et on viendra à vous avec un micro pour entendre votre question et réagir avec mes invités. Julie, on va commencer avec toi. Donc quand on a échangé ensemble, justement, tu nous l'as dit il y a quelques instants, donc tu préfères l'argile effectivement à la pâte à modeler, mais au niveau du son, mais c'est quand même ta matière de travail. En plus, ta rencontre avec la musique, avec le son à l'origine, j'ai pas envie de dire qu'elle est contrariée, mais tout au moins, tu as pris un chemin, on va dire, pour arriver à travailler aujourd'hui avec cette argile, parce qu'au début, tu voulais être musicienne. Et aujourd'hui, tu peux nous raconter un peu ta démarche justement que tu as avec le son et l'expression que tu en ressors. Ok, je comprends que ta question, tu veux que je parle un peu de mon parcours quand même. Exactement, parle-nous un peu de ton parcours. Et justement, moi ce qui m'intéresse, c'est le rapport au son que tu as aujourd'hui et comment tu exploites cette matière pour en faire des innovations sonores et des installations. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, moi j'ai commencé à enregistrer du son quand j'avais 16 ans.
avec un DAT. C'est parce que j'étais amenée à voyager beaucoup dans ma jeunesse. Donc j'arrivais dans des nouveaux endroits et à chaque fois le son en fait me touchait beaucoup, les différences sonores entre les différents lieux dans lesquels je me retrouvais. Donc j'ai commencé à enregistrer du son. Et donc assez tôt, comme ça, de manière totalement, comme une adolescente. Hein. Et puis en fait, j'avais un rapport très fort avec la musique, mais j'ai pas été... j'ai pas appris la musique à l'école, au conservatoire, un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, donc en fait, je suis partie plutôt vers le spectacle vivant et le cinéma, le théâtre. J'étais plutôt partie pour être dans l'ombre de la scène. Et puis en fait, finalement, je suis arrivée. Je faisais mes études à Montréal en scénographie. Et puis en fait, il y a eu une espèce de concomitance. C'était 1998. J'ai commencé à. Voilà, on m'avait montré un DAW, quoi, un système de montage audio. Qui s'appelait Cool Edit Pro. Et voilà, à l'époque. Et Tiens. Il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs dans la salle, magnifique. Ça, c'est rare. Et donc, du coup, c'est devenu Adobe Audition. Hein, donc, en fait, c'est pas non plus un parcours. Voilà. Mais bref, j'ai commencé à monter du son. Et en même temps, j'ai rencontré une espèce de bande de dissidents montréalais de la musique électroacoustique, donc qui gravitaient autour d'un label de musique électroacoustique, d'événements liés au conservatoire à Montréal et à l'école de la classe d'électroacoustique. Et il y avait des événements qui s'appelaient Rien à voir, donc tu connais. Donc et nous en fait on était vraiment les dissidents punk en face. On jouait dans le bar en face. On avait fait un hommage à Francis Daumont à notre manière. Et donc cette bande de gens m'avait montré un logiciel qui s'appelait AudioMulch, qui s'appelle toujours mais qui n'est pas très développé, avec lequel j'ai vraiment beaucoup joué en live pendant des années et qui permettait de faire de la granulation et du traitement du son en temps réel. Et donc voilà, j'ai fait mon premier concert dans un bar à Montréal avec mon gros ordinateur et son écran et que j'avais amené en portant. Et puis de là, j'ai continué effectivement à développer ma pratique sonore, d'abord sur scène. Pendant de nombreuses années, j'ai voyagé un peu partout, j'ai fait des concerts, dans beaucoup de sous-sols. Et, et puis, mais berlinois, c'est plus chic. C'est plus chic, ouais. la réverb est bonne dans le sous-sol. Et puis en fait, il y a quelques années, j'ai commencé à développer des installations sonores, donc notamment avec un des projets qu'on va présenter tout à l'heure. J'ai commencé à développer des systèmes de multiphonie. Alors au début, je suis autodidacte, donc j'ai un peu tout appris toute seule et je me débrouille. Et puis après, je découvre des outils, puis qui ont été créés. Et j'apprends à m'en servir et j'avance dans cette idée de la multiphonie. Donc là, j'en suis à utiliser les GRM Tools notamment. Pas que, beaucoup d'autres choses évidemment, des choses de l'IRCAM aussi, et puis d'autres outils de développement du son dans l'espace. Et je travaille très régulièrement à la création de mes installations sonores, donc multiphoniques, dans un centre national de création musicale qui est basé à Marseille, où je travaille vraiment, où je travaille régulièrement pour développer mes projets. Alors justement, cette installation, on va en voir quelques-unes dans quelques instants, ça pourrait être intéressant
j'ai pas envie de les expliquer, mais d'expliquer quelle est l'envie qui a fait que tu as développé ces installations. D'ailleurs, on va commencer par la première, on va tout de suite pas attendre, qui s'appelle Horizon. Alors, Tu veux que je la présente avant tu peux nous en parler un tout petit peu, Ouais, effectivement. parce Oui, que sinon ça va être... oui, c'est important de la mettre en contexte, que... je suis d'accord avec toi. Oui, puis bon, alors, Horizon, c'est une pièce en quadriphonie. C'était une petite pièce assez simple avec du visuel qui s'appelle Horizon, donc, qui était un travail à la fois graphique, visuellement, de déformation de l'image en travaillant sur cette ligne d'horizon. Et une composition d'une quinzaine de minutes qui est un peu comme un petit voyage à travers ces différentes lignes d'horizon. C'est assez abstrait, c'est totalement subjectif. Il y a des captations de différents styles, donc des captations hydrophoniques notamment. Mais il y a de la composition et puis voilà, donc ça c'est une petite expérience, un petit voyage, mais là on va en voir peut-être 1 minute ou 2. Oui. Je sais pas trop ce que vous en retirerez, mais ça bercer, donne une image, quoi. Alors on va se laisser... C'est le côté poétique. Exactement, on va se laisser bercer pendant 1 ou 2 minutes, on va voir ensemble. Effectivement, oui, l'extrait que vous pouvez retrouver sur Vimeo fait une 13 minutes si vous avez envie de le vivre dans son intégralité. On va prendre un petit morceau. Et alors, s'il est possible juste d'éteindre la lumière, le temps de la projection, ce sera encore mieux pour l'expérience. Effet de fade. Je vais chanter un tout petit peu histoire de ne pas le couper de manière violente. Voilà, hop. Mais comme disait, je suis tout à fait d'accord, hop là, voilà. Comme disait Mathias, on n'aimerait pas que ça s'arrête. Je suis tout à fait d'accord. La première fois que je l'ai regardé, je regarde comme ça tranquillement dans mon bureau, c'est wow, très agréable. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement dans le travail du son qui a été mené ici? En fait, j'ai travaillé donc avec j'ai fait des prises de son. Je suis allée j'en ai profité pour faire un peu l'aventurière, comme j'aime bien. Et du coup, je suis allée sur le
le phare du Planier qui est au loin sur la baie de Marseille, avec l'idée d'aller regarder l'horizon de plus près en fait. Bon, voilà. Non, mais c'est une quête un peu de l'impossible. Et du coup, c'est un prétexte pour une contemplation poétique avec des glissements de lumière et de matière, comme ces réverbérations de la lumière sur l'eau. Et puis aussi une incursion sur ce qui se passe dessous et sur toute cette narration liée au subaquatique. Et donc il y a ce que tu disais, il y a de la captation, c'est que tu allais faire, que tu as dans l'eau, enfin subaquatique et différentes d'autres inspirations. Oui, j'ai enregistré du son, j'ai enregistré sous l'eau, pas mal. Là autour du Planier, c'est très vivant, donc il y a beaucoup de bruit, mais on les entend, mais c'est après. Voilà. Là, on est vraiment sur un début, il y a une espèce de rythme qui s'installe, c'est un peu comme une galère aussi. Enfin, ça parle de beaucoup de choses, effectivement, qui sont de l'ordre de l'inconscient, quoi. Donc voilà, c'est très agréable, personnellement, je trouve ça très agréable. Alors, il y a aussi d'autres, on va dire, manières d'exploiter le son, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Une autre expérience, installation. Alors on est moins dans le contemplatif, mais on est dans quelque chose effectivement qui est assez intéressant, enfin, un croisement, on va dire. On est dans une sorte de contemplatif, mais voilà, un croisement entre finalement l'espace, on va dire, et le son. C'est Exo qui, pareil, a été notamment diffusé à Marseille, donc sur le toit de la friche de la Belle de Mai. Là, c'est une collaboration que tu as faite. Oui, alors ça c'est une collaboration avec Félicie Destiendorf, qui est une artiste visuelle et aussi une amie de très longue date. Donc on s'est retrouvés sur ce projet. Donc c'est une recherche art-science, vraiment tournée vers l'astrophysique. On a passé beaucoup de temps de recherche. On a rencontré beaucoup d'astrophysiciens, on a regardé des conférences sur les trous noirs, enfin voilà, on a fait beaucoup de recherches. Et puis, donc, le résultat final, c'est une installation générative, on peut dire. Enfin, elle n'est pas générative, pardon, parce que je ne vais pas commencer à dire n'importe quoi. Elle suit une partition, un scénario, et on a parmi 101 objets célestes, donc de tous les styles. Donc on en a choisi 101 qui forment, donc voilà, qui reviennent de manière totale. Enfin, c'était pas aléatoire, mais il y avait des choix visuels et sonores. Bon, au niveau du temps, donc il y a 101 compositions qui vont de 30 secondes à 3 minutes. Il y a une courbe de l'espace-temps qui a été construite où on a fait une espèce de compression pour essayer de représenter la distance qui nous séparait de chacun des objets célestes, mais pour pas que la Lune dure une demi-seconde, on a un petit peu triché. Voilà. Bon, ça c'est des considérations artistiques versus la science. On est sur des choses très précises et très exactes, et en même temps on est sur une interprétation artistique. Donc ce que j'ai fait pour composer les objets célestes, c'est pas une sonorisation, c'est vraiment une interprétation personnelle, mais basée sur des faits scientifiques. Et puis c'est une pièce qui est composée pour 16.2 haut-parleurs, donc c'est plutôt assez massif. Ça a été joué sur les magnifiques enceintes de Amadeus, voilà, les grosses. Et donc ça permettait d'avoir une qualité sonore, donc d'avoir quelque chose de massif, mais en même temps de ne pas jouer sur le volume, et de vraiment immerger le spectateur dans un espace en extérieur avec une contemplation. Quand même, parce que ça durait 4 heures. Enfin, ça dure 4 heures. Ça peut durer toute la nuit en vérité, mais
La friche ferme après, donc il fallait trouver une durée. Donc pendant 4 heures, en fait, on amène les spectateurs à regarder vers le ciel et à se laisser porter par donc les informations. On fait un peu de médiation, on donne un peu d'informations sur ce qu'on donne à voir, quoi. La distance notamment, la nature des objets célestes en question, leur nom, et leur nom scientifique un peu abstrait dans le format chiffre. Et voilà, et à écouter le son, quoi. Donc, Alors ça durait 4 heures, on va vous en proposer 3 minutes. Et vous allez pouvoir justement vivre l'expérience qui a été menée. Alors pareil, on va éteindre la lumière, ce sera beaucoup plus agréable. Hop. Tac. Euh, quand, euh, Quand tu conçois en collaboration un dispositif comme celui-là, justement, comment tu travailles cette rencontre entre
la science, les contraintes dont tu parlais et ton inspiration sonore. Bah, là, c'était quand même, enfin, c'était super parce qu'il y avait, il y a toutes les sortes d'objets célestes. Et ils ont tous leur manière de s'exprimer, quoi. Donc, par exemple, là, dans la vidéo, bon, c'est un mix, il y a un peu tout qui est plein de petits bouts, voilà, qui sont mis, qui sont pas forcément coordonnés avec l'image en temps réel. Enfin, mais il va y avoir ces rythmes-là qu'on entend à un moment donné. En fait, en fait, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de son dans l'univers. Déjà, voilà, il y a cette première rencontre en fait avec les éléments concrets. Donc, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de son dans l'univers, mais en fait, c'est faux. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre parce qu'il n'y a pas d'air. Pas de propagation. Voilà. En fait, si, il y a de la propagation. Enfin, bref, voilà, il y a un truc. Elle n'est pas audible. En fait, quand il y a des nuages de gaz, tout d'un coup, il va y avoir du son. Donc, en fait, dans ces nuages de gaz, de quoi ils sont faits, comment les matières, voilà. Et du coup, c'est un travail sur la matière. Parce qu'on revient à cette idée de l'argile, un peu, en fait. C'est que c'est une forme de sculpture, en fait. D'où le fait que j'utilise quand même régulièrement ce terme d'artiste sonore versus celui de musicienne, qui est que je m'intéresse à la matière, à comment ça s'agence, ces matières avec les rythmes. Et donc voilà, c'est un travail de cet ordre-là. Donc les faits scientifiques, en fait, sont plus comme un guide ou des contraintes qu'il faut dépasser, qui permettent de venir travailler. Puis, en fait, donc voilà, par exemple, il y a les planètes, il y a des mouvements de terre, de sable. Après, il y a de la prise de son, du coup, que je fais. Il y a de la synthèse, de matières qui sont créées. Mais c'est surtout, avant tout pour moi, ce travail de sculpture, il se fait à partir de sons du réel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette pratique de l'enregistrement sonore, d'où je viens, qui me permet d'utiliser des sons du réel pour aller chercher la texture qui m'intéresse. Mais des fois, c'est un dixième de seconde d'un son qui n'a rien à voir. Mais voilà. Pour ça se rapproche assez de ce travail qui m'a quand même bien marqué, c'est sûr, de travailler sur EXO. C'était de prendre, il y avait de prendre conscience de notre place dans l'univers et du fait que toutes les matières de l'univers sont ce qui nous constitue et ce qui constitue aussi cette chaise. Et voilà. Et en fait, donc, que tout est dans tout et plein de considérations quasiment philosophiques, métaphysiques. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On y reviendra peut-être après s'il y a éventuellement une question que vous avez envie de poser à Julie dès maintenant. Sinon, on pourra prendre à la fin. Oui. Oui. Oui, on en a parlé. Avec un laser Oui, on en a parlé, parce qu'on parlait des questions de laser, justement. Oui. Moi, je connais bien Luce, mais on n'en avait pas parlé avant. En fait, les projets se sont développés un peu simultanément. Mais c'est juste que quand on l'a amené à Marseille en 2018, en fait, nous, on l'avait déjà présenté en 2015. Du coup, voilà, je vois plutôt ça comme une convergence d'intérêts et de... Ouais, voilà. Ah, mais oui. Mais oui, alors très bien, je viens de connecter un truc. Et donc j'apprends que le timelapse est donc marseillais. Oui.
complète j'aurais appris quelque chose. Mais il faudra qu'on reparle après. Alors on va continuer justement. On va continuer avec mon invité sur la gauche, donc, qui est Thomas Rouvillain. Oui. Rebonjour Thomas. Thomas, on le disait tout à l'heure en introduction, tu es fondateur d'un studio qui s'appelle Next Sound Lab. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que toi, ton présupposé, ton envie, ta manière de travailler le son, c'est de dire qu'il est en 360 et que tu veux immerger on va dire le spectateur, l'utilisateur, le découvreur dedans? Ouais, c'est vraiment le... En fait, moi, j'ai un parcours d'ingénieur du son, plutôt cinéma et télé, en fait, qui est un média où on a une image devant nous très frontale. Et c'est vraiment il y a 6-7 ans, en ayant, avec le développement notamment de la réalité virtuelle, que j'ai découvert ce côté très central et les possibilités qui pouvaient y correspondre. Et le fait que, mine de rien, en fait, quand on écoute, et notre audition, elle est à 360 degrés, ce qui différencie beaucoup de notre vue. Et c'est aussi partir de ce principe-là, d'utiliser le média audio pour immerger, mais aussi pour guider la narration, parce que quand on est en réalité virtuelle, par exemple, quand on regarde devant, ce qui va nous faire tourner la tête, c'est souvent le son. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de découvrir des choses, donc d'ouvrir le regard, par exemple. Aujourd'hui, on va voir dans différentes expériences que tu nous as partagées, que je vais vous partager avec vous aussi. Donc je vais prendre d'ailleurs un cas très applicatif de ce que tu viens de dire, cette notion de son qui finalement attire le regard et amène à l'action, avec une première expérience que tu nous as partagée qui est Dreaming Zone. On va regarder, ça dure moins d'une minute. Ouais. Nous préciser un peu plus peut-être les conditions, on va dire, dans lesquelles il faudrait écouter, parce que là on est, on va dire, un peu à plat, si je puis dire, dans une salle. 5000 ans de musique maintenant chinoise. Hop, voilà. Oui. Oui, et puis on est sur un trailer là pour présenter, donc forcément on utilise un média 2D pour présenter quelque chose qui nous immerge, donc on voit toujours un bout de l'image. Peut-être l'histoire, en fait, c'est Yuri qui part, donc c'est qu'elle se situe à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et le personnage principal, c'est Yuri qui part à la rencontre, enfin qui franchit finalement la Dreaming Zone, d'où le titre, pour aller à la rencontre de son père qui était violoniste et qui avait fait ce passage. Pour ceux qui l'auraient pas, Dreaming Zone, DMZ, effectivement, Tout à qui est fait. aussi le nom de la zone démilitarisée. Et du coup, on est finalement dans une exploration, directement même dans la narration, et le travail en fait qui a été fait, qui est finalement de travailler un film d'animation en lien avec cette histoire. Il est d'aller dans cette exploration et du coup d'avoir on part du cinéma finalement pour aller vers un média qui est plus interactif, et en même temps on n'a pas un gameplay dans cette expérience. C'est vraiment le regard qui va vraiment ajuster l'expérience dans sa temporalité. Et donc on a travaillé l'audio avec cette contrainte-là, d'ouvrir le regard, d'attirer, pour pouvoir amener des éléments de compréhension. On est sur un film qu'on a fait pendant le confinement. On entend mon garçon là, qui fait le petit. Et c'est vraiment aussi cette ouverture, cette exploration. Et du coup, on a travaillé en couche pour pouvoir avoir une musique qui puisse évoluer, qu'on ait vraiment des séquences qui se dilatent avec des passages, on va dire, forts, mais vraiment pouvoir travailler finalement ajuster l'expérience à l'utilisateur, quoi. C'est vraiment peut-être l'enjeu et ce qu'il faut retenir sur ça. Ici, on est dans une histoire qui est linéaire ou qui peut quand même avoir des embranchements?
Non, elle est linéaire, elle est avec une temporalité dilatée, mais elle est linéaire d'un point de vue narratif, on va dire. Ouais. Euh, et après, on a des éléments très symboliques, comme la grue qui va travailler le fait de revivre, en fait, le renouvellement. Et donc, on est vraiment placé au milieu dans un truc très très poétique. Et c'est pour ça qu'il fallait travailler. Alors on en perçoit un petit peu, et puis on a la partie peut-être plus animation très visible, mais sinon on est sur quelque chose où il faut vraiment aller à la rencontre des éléments. On est centré, donc on ne se déplace pas côté réalité virtuelle. Mais, sur un casque, mais assis dans un on fauteuil. est sur un casque, assis ou debout, mais on va dire qu'on ne peut pas se déplacer dans le décor. Ouais. On pourra voir, il y a d'autres expériences où on peut se déplacer, mais dans celle-ci, ce n'est pas le cas. Et donc on a travaillé des éléments de design un peu sonore narratif. On a travaillé le son des grues par exemple à partir d'échantillons de sons de grues, mais qu'on a mélangé avec de la musique, et puis avec des éléments qui, quand on la regarde, la grue elle interagit aussi. Donc on est dans un aspect on va dire linéaire, mais quand même qui doit attirer le regard. On vit l'expérience, c'est vraiment peut-être ce qu'il faut. L'intention, c'est de vivre une expérience, de rentrer dans un film qui est peut-être plus un film, en tout cas qui est vraiment une narration poétique avec des images et un son qui permet de découvrir l'image, de nous accompagner, quoi. D'accompagner, d'immerger, Ouais. d'essayer de casser la distance qu'il pourrait y avoir entre l'œil et l'image. Oui, on est au milieu, on est acteur en fait. C'est vraiment l'objectif. On n'est pas en train de regarder quelque chose, mais alors même si en fait on a été plongé dans ce décor. C'est moi ce qui m'a intéressé dans le travail aussi de réalité virtuelle, c'est en fait on va pouvoir mettre le spectateur au milieu, dans un monde où finalement il ne pourrait pas aller. Ça c'est le constat général, qu'on fasse du son ou pas. Et après c'est comment on travaille l'imaginaire, le regard pour pouvoir aller dans ce média-là, quoi. C'était du binaural. C'était pas du binaural, c'est un peu plus complexe. Il y a du binaural, notamment sur les phases. En fait, on a du son qui est attaché à l'image, on a du son qui est attaché parfois aux objets, des sons qui est attaché au décor et du son qui n'est pas attaché. Donc, par exemple, la musique. Il y a des couches, quoi. Il y a des couches et il y a des technologies différentes aussi pour pouvoir travailler cet aspect-là. Donc, pour répondre, le son est en partie binaural sur la partie musicale, par exemple, mais on a des objets sonores dans l'espace qui sont musicaux aussi. Qui vont réagir, et après on a des objets, du bruitage, des choses comme ça. Donc on a à la fois du binaural, donc de la stéréo qui permet d'avoir une immersion. On a à la fois des objets avec un rendu en temps réel. Le rendu est binaural, mais on a une source qui est mono pour le coup. Et après on a aussi travaillé certains éléments en ambisonique, donc encore un format un peu différent, qui est un format matricé le rendu est binaural vu qu'on écoute avec un casque. Avec une langue de 3 dimensions, on va dire sonore, avec en fonction des couches. Ouais, c'est ça. Et après, avec toujours la subtilité d'interactivité, donc d'espèce de focus parfois aussi sur quand on regarde quelque chose, d'effacer le décor ou d'effacer la musique. Donc on a travaillé vraiment toute cette interaction là aussi, qui était assez intéressante parce que du coup il y a comment on travaille l'éloignement, comment en fait on est dans un monde imaginaire et du coup on a aussi des effets de focus finalement. Quand on regarde quelque chose, le son se dévoile, c'est ce qui est intéressant et ce qui était possible dans ce type de format qui tourne sur un moteur de jeu vidéo en fait. Ouais, c'est du Unity, j'imagine. C'est du Unity, ouais, tout à fait. Ouais. Deuxième expérience, très différente. Ouais. Mais qui est toujours dans une logique de découverte, pardon. Tout à fait. C'est In Urbe. Peut-être préciser un tout petit peu pour qu'on comprenne ce qu'on va voir. Ouais, tout à fait. Là, c'est un travail avec Hugo Arsac, qui était un artiste du Fresnois. Et Hugo, il a été, on va dire, dans les catacombes, donc dans un endroit encore inaccessible finalement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se promener dans ce décor, qui est fait de photogrammétrie, donc c'est un décor de points, et on part en exploration aussi également, et là le son c'est vraiment aussi ce qui va créer la profondeur à ce décor qui finalement, même s'il est 3D avec des points, il se passe des choses, on entend parfois quand on est dans les souterrains, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir des différents éléments, et voilà, tout ça dans une démarche très artistique aussi,
Donc on n'est pas du tout sur du son réel, on est sur du son qui va pouvoir nous guider. Et là, pour le coup, c'est aussi du Unity, on peut se déplacer. Donc c'est conçu comme une expérience immersive avec une installation. Je pense qu'on le voit dans la fin de la vidéo. Bon, peut-être on peut regarder, on va le en voir, reparle tu après. nous expliqueras Ouais, après tout à un peu le fait. dispositif. C'est juste pour cadrer les choses au début. Allons-y et on va éteindre aussi la lumière. Il y a un goût de trop peu. Justement, donc là tu le disais, on le voit, il y a quelqu'un qui se balade, effectivement, qui le manipule avec comment dirais-je, un trackball. Ouais, tout à fait. Dans sa version installation, en Mhm. fait. Et il y a une version casque de réalité virtuelle. Donc elle a aussi été vraiment... elle a ces deux formats qui permettent de... Donc là tu le disais, effectivement, on a un univers qui se dévoile, qui est invisible, qui se dévoile au fur et à mesure qu'on avance dedans, qu'on le découvre, avec donc la caractéristique, effectivement, de cette prise de vue qui est, on va dire, pas pixelisée, mais enfin il y a une dimension, effectivement, très linéaire. Comment on travaille le son dans ces conditions? Est-ce que le son il est généré, est-ce qu'il est scénarisé, ou est-ce qu'il il y a une dimension de génération peut-être selon les endroits? C'est un mélange des deux aussi, toujours, en fait. Donc sur ce projet-là, en fait, moi j'ai, peut-être pour resituer aussi un petit peu les différents rôles, Hugo c'est un artiste donc qui propose les choses. Moi j'ai eu un rôle finalement de compréhension de ses besoins, d'échange, et de pouvoir travailler aussi avec Antoine qui était le sound designer de Nexon Lab à ce moment-là. Donc c'est pas moi qui ai créé directement le son, donc je veux repositionner un petit peu les choses. Mais on a vraiment un travail qui est à la fois de sound design, de musique, de travailler la proximité à certains éléments. On sent là quand on passe près de parois, elles réagissent, ça permet vraiment de l'idée c'est aussi de se questionner qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là et de vivre ce trajet. Techniquement, on a des éléments qui sont effectivement génératifs. D'un point de vue techno, c'est un projet qui est fait 100% avec Wwise d'un point de vue du son. Donc Wwise, c'est un outil qui permet, c'est ce qu'on appelle un middleware qui permet de travailler le son et l'interaction du son. Donc on va donner du comportement au son. Donc on est plutôt sur un aspect de définition de comportement que vraiment on va dire de générateur de fréquences ou de ce type-là. Mais on rend ce son vivant et mouvant en fonction de l'expérience. En fonction de l'expérience, en fonction du scénario, on va dire, de ce qu'on vit dans la découverte. Oui, tout à fait. C'est vraiment une exploration. Donc on peut aller se promener, revisiter, revoir. On n'aura pas deux fois le même son parce qu'il y a quand même des éléments qui sont vraiment déclenchés de manière aléatoire. Dans Wwise, on va rentrer du son, mais on va pouvoir appliquer des traitements aussi, des comportements, de pitch, de volume, de spatialisation. Donc ça permet vraiment de créer un espace sonore vivant qui correspondait vraiment très bien à ce lieu, on explore le lieu et on a donné un univers sonore à ce lieu. Au regard de l'expérience précédente qu'on a présentée, est-ce qu'il y a pareil du multicouche? Est-ce qu'il y a des choses qui jouent un peu plus sur le focus ou pas du tout? Alors, il y a des choses qui jouent sur le focus, mais pour le coup, on est beaucoup moins linéaire et guidé par la narration. Il n'y a pas de narration, c'est une expérience. Une découverte vraiment voilà, donc un peu c'est vraiment jeu vidéo dans le côté je me balade et je découvre au fur et à mesure. Ouais. Donc c'est peut-être ce qui différencie vraiment l'espace. On est sur un espace qui est vraiment d'ambiance, de sound design, enfin en tout cas avec des bouts de field recording aussi qui permettent de créer un peu d'espace. Donc c'est un travail qui est complètement différent créativement parce que dans le premier on s'attache à une image et on fait parler une image,
Et là, on s'attache à un lieu et on a ces médias qui sont plus en parallèle, enfin en tout cas qui bien évidemment interagissent. Quand dans le premier, on est beaucoup plus proche du cinéma en fait aussi, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse en fait, d'être à la croisée aussi. C'est pas un jeu, c'est pas un film, c'est une expérience, mais il se passe des choses quand même narrativement. Et c'est vraiment être à la croisée de tous ces chemins-là, moi, qui m'intéresse, quoi. Alors on va découvrir une troisième expérience qui, à mon avis, va encore plus loin dans cette notion de découverte du visible ou de l'invisible. Oui. Là, parce qu'on était à la rencontre des deux finalement, entre ce Tout à fait. invisible qui devient visible et le son qui aide à se spatialiser. Parce Ouais. que là, on va aller dans une expérience qui, elle, devient quasiment invisible, si je puis dire, Tout à fait. mais qui permet quand même de découvrir un monde existant. Celui des exoplanètes. On va regarder d'abord la vidéo qui est courte et on va en parler parce qu'effectivement, on passe encore un cran au-delà. Welcome in Ando Exo. My name is Rachel. The audio experience is about to begin. Exoplanets reference data completed. Temperature. Life. Alors pareil, c'est extrêmement court, mais on va essayer de décrypter un peu ce qu'on vient de voir. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, le son va m'amener dans un monde que je ne peux pas visiter? Ouais, tout à fait. Et puis là, du coup, pour le coup, de la même façon, c'est un trailer pour présenter l'expérience. Une expérience qui n'a pas d'image, en fait. Donc là, on est vraiment sur une expérience sonore. Ouais, et l'idée, c'est de rendre palpable finalement quelque chose qui est très mental et d'essayer de créer quelques images et des sensations, des émotions par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est de balader dans des exoplanètes. On peut le résumer comme ça. Alors après, une fois qu'on a dit ça, Dit comme ça, c'est un peu rapide. Oui, puis c'est encore, je pense, très abstrait. Alors, est-ce qu'on Donc, peut rentrer un peu plus dans le Peut-être rentrer effectivement dans le détail, concret, ouais, ne serait-ce que détail. du dispositif et de la façon dont ça se passe. L'idée de l'expérience, c'est de rentrer dans un espace en pénombre ou semi-pénombre, de mettre un casque et de partir à la rencontre des exoplanètes. Ça, c'est la version un peu plus longue. Techniquement, on a un casque avec un head tracker. On a utilisé les outils issus de la VR, ce qui permet d'avoir un tracking à 2 cm près. Il est sur le casque, donc on a vraiment l'orientation aussi de la tête, on sait exactement où on se place. Et l'expérience, elle permet d'aller à la rencontre d'exoplanètes, qui sont des objets sonores qu'on a matérialisés dans l'espace. On a choisi volontairement quelques exoplanètes qu'on a ramenés à un espace de 6-7 mètres carrés de diamètre et qu'on a placés. Donc il y a eu un travail aussi avec un scientifique pour pouvoir placer ces planètes en fonction d'elles et pouvoir ramener finalement les distances à un déplacement humain. C'est toujours dans cette thématique de palper ce qu'on ne peut pas. Et donc on met le casque, on ferme les yeux et on va à la rencontre d'objets sonores qui sont ces exoplanètes qui sont venus à nous finalement. Donc on pourrait imaginer ici, on enlève les chaises, Tout à on fait. se met là et ensuite on peut se balader et découvrir un univers Ouais. d'exoplanètes uniquement par le son et éventuellement l'image. Tout à fait. Donc alors l'image c'est l'image qu'on se crée. Oui, Finalement. c'est l'image qu'on se Donc, crée, tout à fait. donc, après, elle est propre à chacun. C'est une image mentale, mais qui est stimulée et générée par le son. Ouais, tout à fait. Et typiquement, quand on rentre, qu'on met le casque, on a ces premières indications avec la voix et on va avoir la planète, elle va vibrer. Donc on va avoir un son qui va nous appeler pour pouvoir aller se déplacer vers cette planète. Quand on rentre à proximité de la planète et donc de cet objet sonore, on va pouvoir avoir quelques informations sur cette planète, la ressentir. Donc on a choisi une planète qui ressemble à la Terre, une exoplanète qui va être plutôt gazeuse, une autre où il y a un satellite. Donc quand on arrive, on a un satellite qui nous tourne autour. Et c'est vraiment... l'enjeu, c'est de ramener à notre échelle, de casser aussi la temporalité finalement. Quand on demande aux personnes combien de temps ils ont passé, on a des réponses vraiment du simple au double ou au triple. Mhm. Et donc, c'est aussi ramener un peu de sentiment ou on a fait une expérience. C'est ça et on a appris quelques éléments
au sortir. C'est un peu Oui, parce qu'en lien avec notamment ce qui a été mené justement à la Belle de Mai avec ce dont on parlait il y a quelques instants avec Julie, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a cette rencontre entre la science, les éléments en l'occurrence aussi, on va dire, spatiaux, et l'usage du son pour aider à se modéliser ou un univers. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est vraiment avoir un regard différent, ne pas être pour le coup sur cette expérience-là que sur du poétique ou mais aussi pouvoir ramener des informations très précises et ressortir avec quelques éléments en fait, et l'envie d'aller plus loin très certainement, quoi. Donc on est dans un ressenti. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté déplacement que je trouve très intéressant, qui permet de vivre les éléments, la notion du corps, je trouve intéressante. Oui, en parce que fait, aussi, entre la première et la troisième expérience, on passe d'une expérience au début qui est fixe à une seconde qui est déjà un peu plus immersive, et où là, effectivement, on se balade dans la troisième et on découvre ce monde invisible. Ouais, tout à fait. La troisième, c'est nous qui nous déplaçons. Et ce qui va très bien dans le côté de vivre l'expérience aussi. Si on veut aller vite, si on veut pas aller vite, voilà. Si on est attiré, si on veut profiter finalement de l'interprétation sonore qu'on a fait de cette planète, parce qu'on était forcément au moment de la création aussi sur les sujets on part dans l'univers, mais l'univers ne fait pas de son. Comment on le travaille? Ça n'empêche qu'il y a un satellite. Bien évidemment, on est sur une taille adaptée à une expérience. Donc c'est essayer d'avoir quelque chose qui soit compréhensible, parce que c'était quand même le challenge en fait au démarrage, de se dire interprétable. Ouais, c'était aussi le challenge de se dire on va mettre un casque et vous êtes autonome et on va se déplacer. Et ça va vous parler. Et ça va vous parler, et pour une expérience qui reste accessible aussi à tous. Voilà. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais là, c'était aussi la réunion et la rencontre finalement sur ce sujet-là, en fait, d'artistes, avec sa proposition. Moi, la volonté de ramener aussi peut-être une rigueur scientifique, de travailler là-dessus. Et le dispositif de tracking, on l'a aussi travaillé avec un labo de recherche qui travaillait sur la géolocalisation indoor à ce moment-là. Et donc, eux, ils étaient sur des trucs très techniques. Et puis, on a pu faire une expérience qui était scientifique, basée sur leur travail de recherche, plus de géolocalisation, qui était scientifique, et pour proposer quelque chose de montrable et de ludique. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Mathias. Mathias, on va y venir dans quelques instants. Thomas, Mathias justement, parce que je pensais à la recherche. Je t'en prie. Une petite question pour Thomas, c'est dans l'expérience précédente, Urbé, je me demandais c'est quoi le dispositif dans lequel le spectateur se trouve, parce qu'il y a, c'est un peu mystérieux, puis on voit, on imagine bien qu'évidemment il y a un vidéoprojecteur. Il y a ce bouton au milieu qui active des mouvements et des choses. Qui permet de se déplacer, tout Mais simplement. l'espace précis du dispositif, c'est quoi ? Là, dans l'image, on le voit, c'est une sorte de cercle. C'est 2 demi-cercles qui permettent de rentrer. Donc, c'est 2 écrans cylindriques avec une entrée de chaque côté, un banc au milieu et le dispositif de tracking devant soi, quoi. Il y a aussi une version... Et au niveau sonore, on était principalement sur une quadriphonie à ce moment-là. Je serais pu dire si on avait mis plus d'enceintes ou pas en vrai, mais on est sur un format de toute façon qui à la base, c'est du Wise en fait, donc on le dématrice en fonction de l'installation derrière en fait. On peut choisir le rendu, notamment en fonction du nombre d'enceintes, et puis on a le même rendu que ce soit casque. Là on l'a adapté à la contrainte de l'exposition. Merci beaucoup Thomas, et on va passer à mon troisième invité, Mathias. Mathias qui est on va dire qui est un chercheur, mais on va dire qui fait de la recherche appliquée, ou tout au moins qui, quand on en a parlé ensemble, a pour objet de rendre, on va dire, actionnable, utilisable des éléments de recherche qu'on pourrait dire fondamentaux. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai une formation de chercheur en sciences dures. C'est-à-dire, j'ai passé 15 ans de ma vie à faire de l'informatique pure, de l'informatique théorique, donc pas informatique Word et Excel. Informatique, un truc qui n'avait rien à voir avec l'audio ni avec la musique, mais plutôt avec un peu à l'intersection entre les maths et la philo-analytique.
Et en fait, il y a 7-8 ans, j'avais une pratique musicale depuis toujours. Et il y a 7-8 ans, je commençais à en avoir un peu marre de la recherche fondamentale que je faisais. J'étais en postdoc à Montréal à ce moment-là. Et j'avais besoin de m'échapper un peu. Et j'ai commencé à me réintéresser à l'audio, au son, et aux façons un peu en dilettante, comme ça, de pouvoir trouver une échappatoire artistique à un monde un peu aride qui était celui de la recherche fondamentale. Et en fait, voilà, c'est devenu un peu ma vie depuis, donc j'ai un peu bifurqué. Maintenant, ce que je fais, donc j'ai commencé par être musicien, à utiliser des instruments que j'achetais dans le commerce pour faire de la musique, à délaisser un peu mon travail d'enseignant-chercheur pour faire plutôt ça. Et puis, assez vite, un peu par glissement de terrain geek, je me suis retrouvé à fabriquer mes propres instruments parce que pour les besoins de la musique, quoi. Et ces instruments ont commencé à être utilisés par d'autres gens que moi. C'était du code qu'on pouvait trouver sur Internet open source et qu'on pouvait utiliser dans des machines existantes. Et puis j'ai commencé à faire donc à concevoir et à coder mes propres machines, mes propres instruments de musique pour une société américaine qui s'appelait 4MS, dont on va reparler dans 2 minutes. Et de fil en aiguille, je suis aujourd'hui le responsable de la recherche et développement du GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA, qui est un petit groupe, le David du Goliath IRCAM, dont la fonction principale est la production et donc l'accompagnement de compositeurs et tout au long du processus de création par des résidences et après qui donne lieu en général à des concerts. On a une saison de concerts d'une trentaine de dates par an à Paris et en Europe. Et donc ça, c'est l'activité principale du GRM. Il y en a d'autres, mais une activité que je mène, c'est celle de recherche appliquée autour de quels sont les instruments, comment on peut imaginer de nouveaux instruments pour les compositeurs, en particulier la musique qu'on pratique et qu'on défend au GRM, qui est les musiques expérimentales. Donc il y a un aspect, il y a plusieurs aspects à ça. Le premier, c'est une musique qui est, un peu comme toutes les musiques, mais qui est très très en lien avec les développements technologiques actuels, qui est très très en lien avec l'idée dont on a déjà beaucoup parlé ici, dont je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis moins spécialiste que les autres invités, qui est la spatialisation. Donc on propose des concerts où il y a, pour vous donner une idée, une salle de concert classique, mais au lieu de musiciens sur scène, vous avez une quarantaine de haut-parleurs, des haut-parleurs de toutes les tailles, dans toutes les configurations possibles, devant, derrière, très lointaines, très proches du spectateur, très directives, très très larges, réverbérantes ou pas, autour du public aussi. Et c'est sur ce dispositif qui s'appelle l'acousmonium que les concerts ont lieu. Donc c'est un environnement, c'est une proposition, disons, pré-artistique qu'on propose aux compositeurs, qui nécessite d'avoir des outils adaptés, non seulement donc, de spatialisation, mais aussi de vraiment génération et traitement du son, qui soit donc innovant, on est là pour ça, qui soit capable, qui donne les outils, qui donne les billes aux compositeurs pour générer l'inouï, des choses qui sont pas traditionnellement exploitées comme matériaux sonores, on va dire, comme matériaux musicaux, on va dire, et la possibilité de les diffuser après donc en concert sur ce dispositif-là. Qu'est-ce que j'oublie ?
C'est déjà pas mal. Voilà, non. Mais justement, on va continuer la conversation, ça va revenir. On va parler de ça, justement. Ouais. Tiens, justement, tu nous parlais dans quelques instants des objets musicaux que tu développais, que tu inventais. Ouais. Peut-être ça peut être intéressant. Ah, vas-y. Ouais. Alors donc au GRM, je développe un outil qui s'appelle les GRM Tools, qui existe, qui est un des premiers outils de traitement en temps réel du son, qui est lui-même issu d'une des premières machines, vous voyez, une sorte de grand frigo des années 70, qui était la première machine française à pouvoir faire de l'audio en temps réel, de traiter le son en temps réel. Donc c'est un projet qui est très très vieux, mais qui continue à tourner, à être d'actualité, et Qui est mondialement connu, d'ailleurs. et qui est mondialement connu, qui est utilisé dans les studios d'Hollywood. C'est toujours l'exemple qu'on cite, Hans Zimmer et tout ça. Il y a du GRM dedans, effectivement, dans Hans Zimmer. Il y a du GRM dans les blockbusters que vous aurez peut-être l'occasion de voir. Je ne vous le souhaite pas forcément. Mais, il y a souvent des GRM Tools qui sont utilisés dans ce milieu-là parce que c'est devenu, bien avant que j'y arrive, une sorte d'outil standard de facto des studios de production et de sound design. Je suis arrivé au GRM il y a quelques années. Et depuis, on développe une nouvelle version de ces GRM Tools-là qui est totalement nouvelle, qui n'est pas une nouvelle version en fait, qui est vraiment un nouveau produit qui s'appellera Atelier. J'avais vraiment j'ai vraiment le désir depuis des années de pouvoir le montrer au public. Malheureusement, c'est encore un peu tôt. On le sortira en 2025. Je ne sais pas s'il y aura une prochaine édition de cet événement, mais la prochaine, je sais pas. Un peu de patience et effectivement s'il y a un prochain donc, rendez-vous d'innovation. Pour parler de ce que tu voulais montrer, Damien, je vous montre un projet qui est déjà commercialisé, qui est déjà sur le marché. Avant d'arriver au GRM, je travaillais avec une entreprise américaine qui s'appelle 4MS, qui développe des modules de synthétiseurs modulaires. Donc un synthétiseur modulaire, c'est un instrument qui est de plus en plus utilisé par les musiciens électroniques. Donc vraiment dans à peu près tous les styles, de la pop à la techno, aux musiques expérimentales. Et c'est un instrument qui a cette particularité d'être totalement configurable par son utilisateur. Donc quelque part, il met un peu en pratique ce dicton qu'on a depuis très longtemps qui dit composer, c'est se fabriquer son propre instrument et apprendre à l'utiliser. Donc là, vraiment, on commence par fabriquer son instrument soi-même en faisant des choix dans un catalogue préétabli, mais quand même en fabriquant son instrument. Et donc j'ai conçu avec cette entreprise 2 modules qui sont deux petits modules, donc vous allez voir. Et la vidéo en question, c'est des modules qui donc peuvent s'en ficher, qui peuvent se connecter, qui peuvent se connecter à un écosystème que vous créez vous-même de générateurs, traitements, modulateurs de son. Ce module-là, il a une fonction très précise. Il génère du son. C'est un oscillateur, donc il oscille. Il y a des modules qui ont plein d'autres fonctions. Celui-là, il a celle-ci. En soi, tel quel, il n'est rien. Il n'est que vraiment utilisable dans un contexte musical, je dirais. Bon, après, on peut jouer sur les mots, mais dans un contexte musical qu'avec ses pairs, avec les autres modules qui sont autour. Mais dans cette vidéo-là, qui était un peu une sorte de vidéo de promotion du module, de ce module-là à sa sortie, je le prends de façon isolée. Et je m'attelle à montrer la palette sonore un peu qui peut générer. Donc on le découvre. Ouais. On le découvre. Pardon, c'est moi. C'est
peu saturé, ça c'est pas de moi, ou alors c'est un bug. Un gros bug. Ça fait pas partie du truc. Désolé. On va l'arrêter. Hop, stop. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir. Bien. C'est très intéressant. Ça donne. Les derniers sons, je trouve, sont très organiques. Ouais, en fait, donc je vous ai pas passé de la musique là. C'est une démonstration technique d'un outil qui peut servir à faire de la musique, mais l'idée dans cette vidéo-là et un peu le challenge de ce métier-là, de luthier électronique, on va dire, c'est un peu prétentieux, mais j'aime beaucoup l'expression. Ouais. L'enjeu ici, de cette vidéo, c'est de montrer donc l'étendue de la palette sonore. Donc les gens vont dépenser de l'argent pour acheter ce petit boîtier-là et l'intégrer. Et ils vont vouloir savoir quel genre de son on peut générer avec, pas seulement quel genre de son on peut générer avec, mais plutôt quel genre d'idée musicale il contient en soi. Et pour faire passer cette idée-là, on montre un peu l'étendue de la palette sonore, on montre un peu en quoi l'outil va permettre d'explorer un champ très très large et très très différent de sons. Et en fait, voilà 70% du boulot de ce que c'est qu'un luthier électronique, c'est d'arriver avec très peu de contrôle, c'est-à-dire une contrainte technique très forte. Donc, vous voyez, chacun des boutons, chacun des potentiomètres, chacun des boutons qu'on peut tourner sur ce petit module-là, il coûte de l'argent, il va être répercuté sur le prix de vente. On ne peut pas en avoir autant qu'on veut, aussi parce que ça perdrait l'utilisateur. Donc, il y a tout un travail de recherche en amont sur de recherche appliquée sur comment est-ce qu'on va, quel algorithme de génération sonore on va utiliser, quelle combinaison d'idées qui existent déjà ou qui existent moyennement dans le commerce ou dans la recherche, on va pouvoir assembler pour créer un instrument, et puis surtout après, quel contrôle on va donner à l'utilisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être prédéterminé pour celui qui va l'utiliser, et qu'est-ce qui va pouvoir être modulable. Et sur les 7 paramètres qu'on donne à utiliser ici, il faut qu'ils permettent d'explorer un monde en 7 dimensions qui soit le plus vaste possible. Et ça, c'est un vrai challenge. Voilà pourquoi je voulais montrer ça. Alors le temps tourne et on va bientôt, ça va tout le moins donner la parole s'il y a des questions ou des réactions à la salle. J'ai une dernière question pour toi, Mathias. Parce que c'est un sujet dans l'air du temps, mais qui a une répercussion aujourd'hui sur tout ce qui est production, génération, c'est les sujets autour de l'intelligence artificielle. Quand on a préparé la table ensemble de table ronde, tu me disais qu'Alircam, désormais, c'était un sujet de travail qui était central pour eux. C'est quoi ton rapport par rapport enfin, qu'est-ce que tu penses ça peut apporter ou non apporter au regard de ton travail, peut-être? Alors, la réponse va être un peu bizarre, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai une position très affirmée vis-à-vis de... Donc, le monde entier parle de l'IA. L'audio n'est pas en reste là-dessus. Il faut savoir ce qu'on entend par IA. Il y a différentes technologies, oui. différentes approches de recherche. C'est vraiment beaucoup trop vaste pour en parler en si peu de temps. Mais les outils audio qui l'utilisent, enfin qui, disons, ont la petite étiquette fait avec des vrais bouts d'IA, comme dans les yaourts, là, fait avec des vrais bouts d'IA à l'intérieur,
devient de plus en plus grande. Notamment, là où ça marche très très bien, c'est on avait des problèmes en recherche depuis très très longtemps, des problèmes qui sont restés ouverts pendant des décennies entières et qui sont, il semblerait, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais résolus en un claquement de doigts par les techniques d'apprentissage automatique, de machine learning. Notamment, par exemple, alors il y en a plein, mais la séparation de sources. Vous êtes dans une cocktail party, d'accord, une fête avec plein de gens qui parlent en même temps avec leur verre. Il y a des verres qui grincent, il y a des gens qui parlent, qui rigolent, etc. Mais pourtant, votre cerveau est capable de parler avec une personne qui est en face de vous, même si elle est plus loin que d'autres personnes qui parlent à côté de vous. Et pourtant, vous êtes capable de comprendre sa voix, d'isoler parfaitement et de reproduire ça. Je fais une réponse un peu trop longue. Non, c'est pas grave, on a le temps, on est bien. Donc oui, on voit bien l'idée. Donc, le cerveau aujourd'hui est capable d'isoler et de se focaliser. Le cerveau est capable d'isoler d'isoler une voix de façon extrêmement intéressante. On ne savait pas jusqu'à présent comment ça marchait, et surtout on était incapable de reproduire ça. Avec l'IA, on arrive maintenant à faire de la séparation de sources. C'est-à-dire, vous prenez par exemple les albums des Beatles, et puis vous pouvez isoler Ringo, George, Paul et John de façon impressionnante, et donc remixer après ça. Donc ça marche vraiment très très bien. C'est un exemple parmi plein d'autres que l'IA résout un peu magiquement. Ouais. Alors, donc, il y a des problèmes un peu éthiques ou philosophiques. Moi, j'ai un très très fort problème avec le fait que, oui, en effet, c'est possible, mais ça nous apprend rien sur Ringo, Paul, George et John. Ça nous apprend rien sur qu'est-ce que c'est qu'une guitare. On est juste capable, c'est une boîte noire dans laquelle on rentre on rentre une entrée, et la sortie correspond effectivement à ce pour quoi on l'a entraîné, mais on n'a rien appris sur le matériau. Ça, c'est un premier problème. En fait, de façon plus générale, ma position très forte, très affirmée sur les outils d'IA en audio, c'est je n'ai pas de position, et on n'a pas besoin d'en avoir forcément. Plutôt, dans le cadre de la création musicale, pas les outils techniques dont l'IA résout effectivement ces questions ouvertes, mais dans le cas de la création musicale, attendez, on n'a pas fini de jouer avec tous les jeux sur lesquels on était en train de jouer avant que l'IA arrive. Et ça, je pense que c'est un point un peu important. Il reste plein de choses à explorer qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus, il n'y a pas de terme français, mais empowering, qui permettent de... empouvoirer, disent les Québécois aussi. Empouvoirant, qui est d'utiliser pour des musiciens ou pour des sound designers des outils simples, des briques de base simples, des sortes de petites briques de Lego, de Playmobil, qui nous permettent de effectivement comprendre effectivement ce qu'on fait, peut-être se perdre dans les méandres de cet espace en n dimensions qui sont toutes les possibilités qui s'offrent à nous avec les outils, mais en tout cas pouvoir le réductionnisme, pouvoir le réduire à j'ai compris cette brique de base, j'ai compris cette autre brique de base, j'ai compris cette troisième brique de base, et avec je fais quelque chose qui sort de la démonstration qu'on vient de montrer à l'écran, ou qu'on ne pouvait pas imaginer. Je pense qu'il y a quelque chose d'empouvoirant là-dedans. Et une dernière chose, et puis s'il y a des questions, on les prendra. Tu me disais un élément, et ça sera la conclusion de notre table, c'est que finalement cette notion de réalité, on va dire ça comme ça, versus du virtuel. Tu m'expliquais que aujourd'hui encore, on n'arrive pas à recréer en synthétique. On va dire il y a une distinction, toujours, même si ça a l'air très très proche, il y a toujours une distinction entre le son que je dirais réel, je mets des guillemets à réel, et le son qui est, qui est généré.
On parlait de ça ensemble en Oui. préparant cette table ronde en parlant de recherche fondamentale dans l'audio, qui n'est pas vraiment mon domaine, qui n'est pas vraiment mon métier, mais ce que je disais, c'est on parlait des frontières un peu de la recherche en audio aujourd'hui, en technologie audio, dans les labos de recherche. En effet, il y a plein de champs qui sont encore explorés aujourd'hui. La recherche en audio, une large part de la recherche en audio consiste, et c'est pas du tout péjoratif, en le fait d'imiter la nature, d'imiter la physique. On parlait de spatialisation tout à l'heure. Beaucoup des technologies que vous utilisez tous les jours reposent sur une analyse physique, vraiment de qu'est-ce qui se passe quand le son se propage dans l'air, pour recréer un espace virtuel, par exemple, dans une salle qu'on essaye de nier le plus possible, dans une salle réelle qu'on essaye de nier le plus possible, et recréer un univers qui n'existe pas ou qui existe virtuellement, de façon à ce que, quelque part, notre cerveau soit trompé, illusionné. Et donc un exemple, c'est la spatialisation. Un autre exemple, c'est la modélisation, ce qu'on appelle la modélisation physique, c'est-à-dire le fait d'inventer des synthétiseurs, donc vraiment des générateurs de son dont la source est l'électricité, mais qui simulent au plus proche ce que la nature fait quand on souffle dans un piano, mais c'est pas ça. Quand on souffle dans un saxophone ou quand on tape sur un piano avec un marteau. On fait ce qu'on veut. Piano préparé. Voilà. Et donc je te disais que ça c'est encore un sujet de recherche ouvert. On considère que c'est pas fini, même dans la spatialisation. Je connais pas, peut-être les autres invités pourront confirmer ou infirmer ça, je connais pas de dispositif de spatialisation, par exemple, qui soit indiscernable de la réalité. C'est-à-dire, l'illusion est là, l'illusion nous immerge, mais je ne connais pas de dispositif dans lequel vous placez quelqu'un à l'aveugle sans lui dire s'il a en face de lui un orchestre symphonique ou un orchestre de haut-parleurs et qu'il soit capable une sorte de test de Turing, musical, sonore. Si on prend une approche purement scientifique de l'expérimentatoire, je ne connais pas de dispositif qui permet ça encore. On parlait de binaural, par exemple. L'illusion de la binauralité, donc le fait de pouvoir mettre un casque et pouvoir placer des éléments dans l'espace et avec une certaine forme de filtrage qui est lié à la taille des épaules, à la configuration du pavillon de l'oreille. Les filtres HRTF. Même avec ces technologies-là, l'illusion, elle est là, mais elle n'est pas parfaite. Et c'est encore un sujet de recherche actuel. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à tout ce qui vient de se raconter, qui était passionnant? J'ai vu des visages, j'ai vu des sourires, j'ai vu des gens qui disaient c'était... Oui. On en parlera peut-être offline. Non, depuis que je suis au GRM, je me concentre là-dessus. Une réaction, une question, oui. Il y a une sorte de physicalité, on va dire, dans la vibration des atomes.
Je suis totalement en désaccord. Mais je suis Alors- très content qu'on ait cette discussion. Alors, je vous propose qu'on en discute après, par contre. On va prendre la question de monsieur. Ok, je peux répondre à ça un peu né. Pourquoi c'est important? D'accord. Donc, si on s'intéresse à soulever le capot, donc il y a une proportion forte, je pense, au milieu, à s'intéresser trop souvent à ce qu'il y a sous le capot et à pas voir les choses telles qu'elles sont. La technologie qui est utilisée derrière, je pense que c'est une partie de la réponse. La technologie qui est derrière, que ce soit ce qu'on appelle analogique, c'est-à-dire en gros que les voltages qui circulent dedans sont proportionnels à ce que l'oreille perçoit ou pas. C'est pas très important. Après, évidemment, si on s'intéresse à la lutte électronique, c'est une vraie question. Donc un module comme ça, c'est techniquement, si on enlève la face avant, ce qu'on voit, c'est des signaux analogiques qui arrivent dans les câbles, qui sont convertis en des signaux numériques, donc des suites d'échantillons, qui arrivent dans un processeur, un petit processeur comme vous avez dans votre ordinateur, mais avec des capacités beaucoup plus réduites. Des gens ici en savent quelque chose. Le son est traité à l'intérieur, donc généré ou traité à l'intérieur, et après reconverti en analogique par un convertisseur digital analogique, un DAC. Voilà. Je demanderai des détails après plus en détail, mais c'est intéressant effectivement. Donc il y a une sorte de... Non. Pardon? Oui, bien sûr. Une autre question ou réaction peut-être à ce que vous avez entendu, mesdames? Alors, ce que je vous propose, c'est on a un tout petit peu dépassé l'horaire, mais bon, écoutez, c'était un plaisir. Donc laissons-nous aller. Je vais remercier mes trois invités. J'espère que vous allez le faire aussi de même. Mes trois invités, nous avions Julie, nous avions Mathias, nous avions Thomas. Merci à vous trois de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était passionnant dans cette expérience. Merci à vous qui avez été là ce matin avec nous. Et cet après-midi, juste pour préciser, cet après-midi, après l'heure de déjeuner, à partir de 14h, vous avez des ateliers juste à côté dans lesquels vous pourrez déambuler, justement vivre des expériences sonores qui sont très intéressantes à aller regarder. Donc voilà, laissez-vous aller dans votre curiosité à la découverte de nouvelles expériences, ça en vaut vraiment la peine. Merci à tous, à toutes et à toutes, pardon. Et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'innovation au carrefour du numérique de la Cité des Sciences. À très vite. Merci.